Je ne lisais pas mes contrats d'assurance vie avant moi-même de devenir assureur. Pour la petite histoire, quand on a créé cette compagnie, il n'y a pas de compagnie d'assurance vie qui s'était créée en France depuis 20 ans. Nous, on a fait le tour de la plupart des assureurs historiques et honnêtement, on ne pouvait pas créer ce contrat sans vous. Ce qu'on veut, c'est avoir un des fonds euros les plus performants du marché. On ne peut pas ouvrir tous les robinets, autrement on va dégrader la qualité. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Corum, Louvre, c'est quand même deux noms qui historiquement sont très connus sur la SCPI. On a des SCPI Corum, évidemment, mais pas que. Bonjour à tous, nous avons annoncé il y a maintenant quelques semaines notre contrat d'assurance vie Louvre Infinity, mais nous avons donné très peu de détails. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Frédéric Puzin, le fondateur et président de Corum. Il dirige également Corum Life, qui est la compagnie d'assurance derrière notre contrat. Grâce à lui, nous allons rentrer dans ce contrat en détail et vous dévoiler tout ce que vous nous avez demandé depuis quelques semaines. C'est vrai que l'information principale que nous avions donnée, c'était les frais de gestion annuels sur les supports en unité de compte à 0,39%, un niveau inédit sur le marché, mais il y a encore de nombreuses autres surprises que nous allons vous dévoiler au cours de cette vidéo. Bonjour Frédéric. Bonjour Clément. Eh bien écoute, je suis absolument ravi que tu sois avec moi aujourd'hui pour discuter de ce contrat Louvre Infinity. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être pour les quelques auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots qui tu es ? Eh bien, je m'appelle Frédéric Puzin, donc je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Corum l'Épargne, voilà, qu'on a créée en 2011. On était 8 à l'époque. Et 15 ans après, on est une entreprise qui intervient dans le monde de l'épargne de façon générale et plus particulièrement dans le monde de l'assurance vie. Alors donc vous avez effectivement l'assurance vie, mais historiquement c'est quand même plutôt la SCPI pour laquelle on vous connaît notamment en France, mais également les obligations. Donc c'est bien ça, vous êtes passé tu me disais, de 8 et aujourd'hui vous êtes bien plus nombreux que ça. Oui, on est 250, on est présent dans 7 pays. Voilà, je crois qu'on parle 24 langues dans la boîte et on doit être 18 nationalités. Donc, on est une entreprise française qui est devenue internationale. Et pourquoi est-ce qu'on est devenus internationaux ? Parce que notre vocation, ça a été d'investir l'épargne que nous confiaient voilà, les épargnants français et européens un peu partout en Europe et aujourd'hui au-delà, aux États-Unis notamment. Écoute, c'est impressionnant parce qu'on se le disait juste avant, mais en fait, je pense que tu es probablement à la tête de l'une des rares licornes de FinTech qu'on ne connaît pas nécessairement en France. Donc bravo à toi. Et en plus, tu me disais tes chiffres d'affaires qui sont absolument monumentaux. Si je crois que c'est pas indiscret d'en parler, vous êtes à plus de 180 millions de chiffre d'affaires. Oui, on a plus de 180 millions d'euros, mais c'est pas tellement ce qui compte. Ce qui compte, c'est plutôt le nombre de gens qui nous ont fait confiance. Voilà, et leur satisfaction. Parce qu'on est dans un secteur voilà, qui est le monde de l'épargne, qui est basé, nous semble-t-il, sur la confiance qui nous est donnée. Et chez Corum, on se sent comptable de cette confiance. Voilà, et c'est quelque chose que d'ailleurs on a retrouvé chez Louvre et voilà, qui fait qu'on est autour de cette table aujourd'hui. Bah écoute, c'est gentil effectivement, parce que là t'es très modeste, mais je crois que vous avez 150 000 épargnants, pas loin de 150 000, si je me trompe pas. Un peu plus de 150 000, ouais. Un peu plus de 150 000, ouais, ça. Voilà. Écoute, bravo, c'est absolument incroyable. Et donc tu me parlais là de l'assurance vie, parce qu'en fin de compte, Corum, qui venait du monde obligataire, du monde immobilier, il y a 5 ans, a fait un virage un peu intéressant. Vous êtes devenu une vraie compagnie d'assurance. Oui, alors notre métier de base, donc, c'est de gérer l'argent qui nous est confié, de l'investir. Voilà. Et pendant très longtemps, voilà, on a vendu nos produits, on a proposé nos produits de façon directe. C'est-à-dire que c'était hors du cadre de l'assurance vie. L'assurance vie étant un cadre, comme tu le sais, particulier, dans lequel il y a à la fois une garantie de liquidité, il y a un gain, enfin un petit avantage fiscal quand on laisse son épargne une durée minimum. Et donc, on était complètement hors de ce cadre-là. Or, comme tu le sais, c'est le cadre favori des Français. Avec plus de 40% des Français, des foyers qui ont une assurance vie. Hein. Ouais, voilà. Et donc, on nous le réclamait. On nous disait, mais pourquoi chez Corum, vos produits, on les trouve pas dans telle ou telle assurance vie ? Et on avait très bonne raison de ne pas le faire à l'époque. Et une de ces raisons étant à la fois un sujet de liquidité, puisque sur la partie immobilière, on considérait que la liquidité qu'imposait l'assureur pouvait être un problème pour la liquidité de la SCPI. Et ce doute, cette interrogation, il y a un passé récent qui nous a prouvé que malheureusement, on n'était pas complètement à côté de la plaque. Voilà. Puis il y avait un autre sujet, c'était l'empilage de frais. Enfin, on trouvait pas sur le marché, on considérait qu'il n'y avait pas sur le marché de solutions qui étaient compatibles et raisonnables pour l'épargnant en termes de coûts. Voilà. Gérer une SCPI, il y a des frais, ça coûte de l'argent. Gérer un fonds obligataire, il y a des frais, ça coûte de l'argent. Et quand on rajoute en plus de ça l'assurance vie avec
toutes les petites choses trappes qu'il peut y avoir, puisqu'on n'est pas nombreux à lire notre contrat d'assurance vie. D'ailleurs, je n'en fais pas partie. Je ne lisais pas mes contrats d'assurance vie avant moi-même de devenir assureur. Je dois le reconnaître. Voilà, on trouvait que c'était une formule qui répondait pas vraiment à l'attente de nos clients, même si on en a réclamé. Et donc, un jour, on s'est dit, c'est quand même ballot parce que tout le monde nous dit on veut vos produits d'assurance vie, on le fait pas, donc comment est-ce qu'on peut le faire intelligemment? Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de monter notre propre compagnie d'assurance vie. Quorum Life donc. Quorum Life, oui, qui a été créée. Alors ça, c'est un éclair de génie. Elle a été créée, elle a été lancée le lendemain du confinement 2020 du Covid. Donc là, il fallait le faire quand même. Mais depuis, elle a grandi. Voilà, et cette compagnie, eh bien, elle propose des contrats d'assurance vie dans lesquels on va retrouver nos produits, et dans le cadre du contrat qu'on a fait ensemble, mon cher Clément, on n'y trouve pas que des produits Quorum, évidemment. Bah oui, ça va être évidemment un des sujets dont on va parler. Juste pour revenir là-dessus, ce que je trouve assez intéressant, et nous vraiment le sujet qui nous a rapprochés, c'est en fait que vous avez cette double ADN sur cet assureur qui est du coup un néo-assureur, si on veut utiliser des termes un peu start-up, mais un néo-assureur en fait qui appartient à un groupe indépendant, qui a un niveau de chiffre d'affaires énorme et qui en plus est rentable depuis maintenant 15 ans. Oui, alors c'est vrai que, alors pour la petite histoire, quand on a créé cette compagnie, il n'y a pas de compagnie d'assurance vie qui s'était créée en France depuis 20 ans. C'est quand même, voilà, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et pourquoi d'ailleurs, tu sais, c'est quoi? C'est trop compliqué? Le régulateur veut pas? C'est compliqué. Il faut remplir un certain nombre de critères. Voilà, proposer une assurance vie, c'est quelque chose de sérieux puisqu'on promet la liquidité. C'est-à-dire que le souscripteur de la compagnie d'assurance, voilà, et s'il veut sortir, on doit pouvoir le rendre liquide, lui permettre de sortir dans un délai maximum de 2 mois. Donc, il faut avoir des reins assez solides. Et donc, pour ça, il faut avoir une organisation, des moyens financiers qui fassent qu'on puisse répondre à cet engagement. Et puis au-delà de ça, il faut aussi être capable de répondre à une réglementation qui est là pour protéger solvabilité de j'imagine. Voilà, les épargnants. Et donc c'est pas la chose la plus simple du monde quand on n'est pas du secteur. Voilà. Et nous, c'est un challenge qui nous paraissait à la fois intéressant à relever, avec une approche qui était nouvelle, différente, à la fois sur la structure de frais, à la fois sur notre ADN qui était la performance. Et l'efficience, et le fait de vouloir faire quelque chose de novateur dans l'intérêt de notre client, pas novateur pour être novateur, pas être start-upper pour être start-upper, mais juste se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent dans le monde de l'assurance vie qui n'est pas encore été fait, voilà, tout en étant très respectueux de ce que fait le secteur jusqu'à présent, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes, et que la formule du contrat d'assurance vie est quand même une recette formidable pour l'épargnant français. Bien sûr, c'est pour ça que c'est si plaisant, enfin en tout cas si plébiscité. Et petite question par rapport à ça, le régulateur l'a vu d'un bon œil, parce que là, on sort un tout petit peu du contrat, mais on a quand même une image du régulateur français qui peut parfois être un petit peu risque-averse, peut-être parfois même très prudent, trop prudent à certains égards. On y reviendra peut-être quand on parlera de la crypto. Ils ont vu ça comment que vous débarquiez? Alors j'imagine que le fait que vous soyez un gros acteur quand même déjà établi a probablement aidé. Donc tout ça, c'est à la fois très sérieux, mais je crois qu'on est arrivé avec une proposition qui était nouvelle, qui n'était pas complètement à côté de la plaque. Le fait d'avoir un niveau de frais qui était avec un processus de rémunération de la compagnie qui était extrêmement innovant. Ça, je pense que ça a plaidé en faveur de la création de cette nouvelle compagnie. Et puis le fait qu'on vienne avec une proposition qui était ficelée d'un point de vue réglementaire, avec des fondamentaux financiers qui étaient bons, ont été de nature à rassurer les régulateurs, et on n'a eu aucun problème à obtenir un agrément. Et si on a obtenu un agrément, c'est qu'ils le voyaient d'un bon œil. Enfin, bien sûr, je le suppose. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, en fait, tout ce que tu décris, je pense que c'est vraiment, et on va y arriver parce que c'est un peu le sujet de la jeunesse de la collaboration, mais en fait, le fait que vous ayez depuis le début de la création de Quorum un aspect très disruptif, je pense qu'il y a finalement beaucoup d'affinités avec ce qu'on a essayé de faire chez Louvainvest, notamment sur le marché des SCPI. Et d'ailleurs, je sais pas si on peut tout dire aujourd'hui, Frédéric, mais c'est vrai que notre disruption a pu faire grincer des dents, y compris à l'époque chez Quorum. Ouais. Alors, en fait, je pense qu'on a un point commun, c'est que on n'est pas là pour faire de la nouveauté pour la nouveauté. Parce qu'à priori, faire la nouveauté pour la nouveauté, quand ça n'amène rien à qui que ce soit, ça ne sert à rien. C'est stérile. Et la première chose, c'est que quand on fait quelque chose, on doit le faire dans l'intérêt du client, quand on est une entreprise.
On n'est pas une administration, on n'est pas un État, on n'est pas une association. Donc voilà, on a nos propres modèles économiques, mais tout ça ne fait sens d'innover que si le client, le comprend et qu'il y trouve un intérêt. Donc c'est vrai que notre histoire, d'ailleurs, on peut le raconter, a commencé par plutôt une friction, une fâcherie, voilà, une grosse fâcherie. Mais ce qui est toujours sympa, c'est quand on se parle, on arrive à trouver des solutions, et au-delà des solutions, on arrive à se trouver des points communs. Voilà. Ouais, moi, je sais pas comment tu l'as vécu. Bah écoute, oui, je pense qu'en fait, je pense qu'on a tous les deux la même ADN qui est finalement le concept un peu du juste prix, et que je trouve intéressante parce que pour moi, c'est vraiment ce qui nous a également drivé sur ce contrat Louvre Infinity. C'est de se dire, en fait, on considère qu'il est normal que tout le monde soit rémunéré, mais que finalement, un certain niveau de service peut justifier un certain niveau de prix. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire, tu me corriges si tu n'as pas la même approche, mais sur ce contrat, de se dire finalement, on a l'enveloppe, et c'est ça qu'on paye en réalité. Quand on parle des frais de l'assurance vie, on paye l'enveloppe, et de faire en sorte de se dire comment on fait pour que finalement, avec les outils qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui, avec peut-être les outils informatiques notamment qu'on ajoute à la gestion un peu traditionnelle d'une assurance vie, on arrive à faire la même chose. Donc finalement, moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est qu'on avait tous les deux cet ADN de la disruption. Et je trouve intéressant qu'on ait réussi finalement à les aligner sur ce contrat. Oui, je pense que à la fin de la journée, ce qui compte, c'est qu'il y ait une valeur ajoutée qui soit perçue par nos clients respectifs, donc par les épargnants, par les investisseurs. Et il faut que, en contrepartie des honoraires qu'on prend, il faut qu'ils aient le sentiment qu'il y ait une juste rémunération de notre valeur ajoutée. Voilà. Et l'histoire de Quorum, et on a la même, c'est que jamais personne ne nous a dit qu'il avait pas il avait le sentiment de pas en avoir pour son argent, au sens propre, au sens figuré du terme. Voilà, et que nos métiers, c'est à la fois remplir une mission, tenir des engagements, et on est rémunéré pour ça, donc on doit bien faire notre boulot. Et si on fait bien notre boulot, le client est content, il restera, il nous ramènera des amis, des connaissances, et il investira plus. Donc c'est notre intérêt bien compris et commun. Et je pense que c'est absolument parfait pour aborder un peu l'éléphant au milieu de la pièce, justement ce sujet des frais. Un des éléments sur lesquels on a communiqué depuis le début sur ce contrat, c'est son niveau de frais assez surprenant, puisqu'on est tombé à 0,39% de frais de gestion annuels sur les supports unités de compte. Des frais qui n'étaient pas matchés à l'heure actuelle par des contrats en architecture ouverte sur le marché. Peut-être, avant tout, est-ce que tu pourrais nous rappeler, on l'a très rapidement abordé, mais finalement, ces frais de gestion annuels, c'est quoi? Ils payent qui, en fin de compte? Alors, on va peut-être revenir à l'histoire de l'assurance vie, parce qu'il faut toujours essayer de comprendre l'origine des choses. L'assurance vie, au départ, alors ça, c'est une vieille dame, hein. L'assurance vie, au départ, c'est en gros l'État qui te dit, écoute, si tu immobilises ton argent un certain temps, en l'occurrence c'est 8 ans, et que quelque part tu me le prêtes. Alors depuis l'histoire c'est un petit peu développé parce qu'on n'est pas obligé de prêter à l'État sous forme d'OAT. Ça, c'était l'histoire du fonds euro. Eh bien, je te fais 2 promesses. La première, c'est que je vais te mettre dans une enveloppe avec un acteur qui est l'assureur qui va te garantir la liquidité. Et 2, tu bénéficieras d'un petit gain fiscal au bout de la période de blocage. Donc, c'est incitatif. Voilà, on flèche l'épargne. Comme toujours, il y a plusieurs façons de conduire un pays. Il y a par la force, et ça, c'est un domaine qu'on aime moins et qui est plus connoté. Mais après, il y a flécher l'économie et flécher l'argent, flécher ton argent, l'épargne. Donc, fait soit par la fiscalité, soit par l'incitation. Et l'assurance vie, c'est à la fois la fiscalité et l'incitation. L'incitation, elle est fiscale, et puis aussi sur la liquidité. Donc, le truc magique, évidemment, quand on est épargnant, c'est pouvoir investir, obtenir des rendements intéressants, protéger son capital, et puis trouver la liquidité immédiate, parce qu'on aime bien, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc si on veut récupérer son argent, il faut le faire rapidement. Et l'assurance vie offre ce cadre-là. Alors elle offre bien d'autres choses, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais c'est ça. Et donc, l'assureur qui est indépendant au départ de l'État, il prend des responsabilités, c'est d'assurer la liquidité. Voilà, c'est pour ça que l'État le valide à travers un régulateur. Et puis des garanties également, par exemple sur le fonds euro, il y a quand même pas mal de garanties intéressantes. Oui, bien sûr. Et donc, il a une mission, cet assureur. Et évidemment, quand on crée une compagnie d'assurance en 2020, alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas toute une histoire, un historique.
Parce qu'évidemment, quand une entreprise a 50, 100 ans dans le même domaine, elle a une histoire, elle a des pratiques, elle a un historique. Elle peut avoir certaines lourdeurs, elle peut aussi avoir une force de frappe parce qu'elle est grosse. Et quand on apparaît du jour au lendemain sur ce marché-là, on est plus habile, on est plus léger. On n'a pas d'histoire, mais on a aussi pas de choses lourdes à porter. Voilà, on démarre, on n'est pas nombreux. On démarre en 2020, évidemment, on est tout de suite hyper digitalisé. Donc, on a des gains de productivité énormes. On a des systèmes, une organisation qui a été pensée from scratch, comme on dit, donc qui est parfaitement adapté aux contraintes du temps. Et donc, on peut apporter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut apporter ? C'est des coûts qui vont être inférieurs, puisqu'on est plus léger, on est plus récent, quelque part, on est plus moderne. Et donc, on va venir avec des schémas différents et une proposition différente qui est décalée. Voilà, et c'est ce qu'on a fait avec Quorum Life et c'est ce qu'on construit ensemble. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense qu'il y a aussi, moi je suis très axé sur la tech, hein, tu le sais, c'est de là d'où je viens, et j'ai été très impressionné en fait par le niveau de digitalisation que vous avez mis en place chez Quorum. Notamment, vous avez des API pour les partenaires, vous avez une équipe tech qui est en fait très fournie, hein, on pourrait pas nécessairement le penser, mais aujourd'hui c'est rigolo, tu sais, il y a un peu un mantra qu'on dit dans la Silicon Valley, c'est Software is eating the world. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que vous avez vraiment réussi à prendre ce pli-là et à automatiser énormément de choses pour proposer un service vraiment très intéressant. Et je suis absolument certain que les assureurs qu'on pourrait un peu appeler traditionnels sont à des années-lumière de ce niveau de digitalisation. Oui, alors tu pondérais un petit peu ce propos. Non, il faut toujours être très prudent et puis surtout ne pas victoire. Et ne pas mépriser tout ce qui a été fait. Au contraire, être admiratif de beaucoup de choses qui ont été faites. Et on n'est pas du tout le même type d'entreprise, on n'a pas du tout la même histoire. Encore une fois, c'est quand même beaucoup plus simple à digitaliser quand on part d'une feuille blanche qu'à digitaliser quand on a déjà 50 000 salariés, des organisations bien posées, où on a tout un tas de gens à la tech qui embarquent ce qu'on appelle un legacy. C'est-à-dire toute l'histoire technologique passée, on peut pas casser du tout jour au lendemain. Donc quand on démarre de zéro, c'est toujours plus simple, ça c'est sûr. En revanche, il faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Donc c'est vrai qu'on l'a pensé comme ça dès le départ, ce qui nous a permis d'être assez agile, d'aller vite, d'avoir des coûts de production entre guillemets bas. En revanche, comme tu le sais, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais lâcher. On est toujours dessus en permanence. Il faut toujours se remettre en cause et passer beaucoup de temps sur ce qu'on estime pouvoir faire mieux, en tout cas ce qu'on estime perfectible, sur ce qui marche bien. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans un monde où les ruptures technologiques vont de plus en plus vite. L'IA, c'est déjà de la vieille histoire. De la vieille histoire, je sais pas, mais en tout cas, c'est en train de s'implémenter partout à vitesse grand V. Ouais, mais donc ça veut dire que c'est la vieille histoire. En tout cas, ça devient mainstream, c'est vrai. C'est plus un outil d'avantage concurrentiel. Ça y était il y a peut-être 18 mois ou 2 ans. Aujourd'hui, tu fais pas d'IA. C'est obligatoire. C'est une condition nécessaire, pas suffisante. Ouais. Après, il faut faire la IA de la bonne façon, avec les bons outils et surtout avoir les bons collaborateurs pour faire l'IA. Et c'est là que l'humain a encore un peu de place, à mon avis. Et après, il y a plein de révolutions technologiques devant nous, aussi dans les comportements. Enfin, la société évolue très vite. Donc, il faut juste, je pense, et ça, c'est une attitude qu'on a depuis le départ chez Quorum, et on retrouve ça aussi chez Louvre, c'est juste être attentif à son environnement, agir et être, comme on dit, sur la balle pour être toujours au meilleur niveau de service possible et que ce soit un service, une qualité qui soit perçue par nos clients respectifs. Voilà. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vraiment, je ne crois pas, en tout cas, et je peux le dire, et je ne mettrai pas ces mots dans ta bouche, mais nous, on a fait le tour de la plupart des assureurs historiques et honnêtement, on ne pouvait pas créer ce contrat sans vous. Donc franchement, on est absolument ravis de ce qu'on a pu faire. Et j'espère que ça va continuer. non, mais il n'y a aucun doute. Un point peut-être sur ce contrat qui est un petit peu particulier peut-être pour l'histoire de Quorum. Alors cela dit, particulier, je ne sais pas, parce que la constante chez Quorum, c'est le fait de s'adapter tout le temps. Donc vous êtes parti effectivement de la SCPI, les obligations. Non, des obligations, on est parti. Des obligations, pardon. Des obligations, puis la SCPI, puis l'assurance vie. Vous avez ajouté le fonds euro parce qu'il n'existait pas au début. Ça, il faut le rappeler. Oui, parce qu'une compagnie d'assurance sans fonds euro, comment vous le dire ? C'est un peu comme un militaire sans un fusil. Oui, c'est. Encore, je reviens sur l'histoire de l'assurance vie. L'histoire de l'assurance vie, c'est en gros, c'est l'épargnant qui confie son épargne à l'assureur. L'assureur le réinvestit en obligation, ce qu'on appelle l'OAT, donc l'obligation d'État, et ça sert à financer l'État. Donc depuis, la législation a évolué, l'État a été bon joueur, a permis qu'on investisse dans d'autres domaines de l'économie, en fait, qu'on irrigue toute l'économie avec les obligations, les actions, l'immobilier même, et bientôt les cryptos, j'espère. On y reviendra. Voilà, donc l'État a été
été plutôt beau joueur. Mais donc, quand vous montez quand même une compagnie d'assurance et qu'il n'y a pas de fonds euros, donc il y a un moyen quelque part de flécher directement les investissements de la compagnie en obligations d'État, c'est un peu curieux, quoi. C'est un peu contre nature. Donc, évidemment, on crée une compagnie d'assurance en 2020. On essaye de rembobiner un petit peu le film 2020. Les taux d'intérêt sont encore à zéro ou presque. Hein, même on prête de l'argent à l'État allemand, il faut payer pour prêter de l'argent à l'État allemand. Et d'ailleurs, ça aurait été possible de faire un fonds euro à ce moment-là ou c'était quasiment impossible? C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait dans l'intérêt de nos clients. Faire un fonds euro qui ramène zéro ou même qui va coter à l'épargnant, ça ne fait aucun sens. On a beau expliquer que c'est défiscalisé, enfin, défiscaliser quelque chose qui te coûte, ça sert à rien. Et puis, être liquide sur quelque chose qui te coûte, bon, c'est rassurant, mais en fait, ça avait une approche un peu médiévale. Tu sais, au Moyen-Âge, tu payais pour confier ton argent au suzerain parce qu'il le mettait dans son château fort et tu te le protégeais, oui. Il te le protégeait, mais il te le grignotait, mais pas plus vite qu'un voleur. Exactement. Donc, en fait, on était rendu là avec les taux d'intérêt négatifs. On prêtait de l'argent à des États, mais en fait, il fallait les payer pour leur prêter de l'argent. Bon, donc ça faisait absolument aucun sens. Et là, en fait, le régulateur a parfaitement compris la situation et on nous a laissé le temps de monter notre fonds euro. Donc, fonds euro, ça veut dire que non seulement on garantit la liquidité, mais aussi le capital. D'accord. Dès lors que les taux moduler les frais. Modulo les frais. De 0,6% annuel. Voilà. Dès lors que les taux d'intérêt auxquels on pouvait prêter à l'État devenaient décents. Et donc, évidemment, quand s'est présentée en 2023 l'opportunité de prêter de l'argent aux États européens à des taux allant entre 4 et 6%, là, on s'est dit que c'était plutôt le moment de créer notre fonds euro. Et ça a été une fenêtre magique et ça reste un momentum de lancement juste génial. Et alors, c'est justement parce qu'un petit zoom quand même sur ce fonds euro. Alors, je préfère prévenir nos auditeurs, il y aura des limites très forte malheureusement sur ce fonds euro, malheureusement parce qu'il est tellement bien qu'on aimerait pouvoir en proposer 100%, mais on sera limité à 10% sur ce contrat sur le fonds euro. Peut-être d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement cette limite? Je sais que même sur Quorum Life, il y a aussi des limites sur le fonds euro, donc c'est vraiment une politique, une philosophie presque de gestion chez vous? Ouais, alors ça c'est pas nouveau, c'est pas propre au fonds euro, on l'a fait dans l'obligataire pendant très longtemps, notre plus gros fonds obligataire, on a limité l'argent qu'on était capable d'accueillir parce que on considérait qu'on était plus capable de maintenir la performance et d'investir massivement. On l'a fait dans l'immobilier, et tu le sais mieux que moi, pendant très longtemps avec notre SCPI historique. On a vraiment limité la collecte pendant très longtemps pour éviter d'exposer la SCPI à du risque, de venir dégrader la performance, et on s'en félicite tous les matins, et elle s'est mise à réinvestir massivement et donc à collecter massivement depuis 2023, et on fait la même chose avec le fonds euro. Ce qu'on veut, c'est avoir un des fonds euros les plus performants du marché. C'est le plus performant, si je ne me trompe pas. Oui, alors c'est le plus performant si on regarde que la performance pure. Non boosté, tu veux dire? Non, qui n'est pas sous stéroïdes. D'accord. La performance sous stéroïdes, c'est quoi? C'est que vous pouvez booster. Alors un fonds euro, c'est quoi? Donc vous achetez, je fais synthétique, mais vous achetez des obligations d'État ou vous prêtez à des très grandes entreprises, donc du papier qualitatif. Investment grade, ce qu'on appelle généralement. Grade, ouais. Vous pouvez faire un peu d'investissement avec ce qu'on appelle du high yield, donc moins bien en termes de qualité que l'investment grade, un peu plus risqué. Vous pouvez mettre un petit peu d'immobilier, mais tout ça reste dans un cadre où l'assureur doit assurer la liquidité. Donc il faut qu'il puisse revendre tout de suite et rapidement si vous demandez à être remboursé, parce que si il trouve pas à vendre rapidement, c'est lui sur ses fonds propres qui va être obligé de rembourser. Donc voilà, c'est un pilotage fin et sur lequel on doit être très attentif et très rigoureux. Et une fois qu'on a dit tout ça, le fonds euro, il a fait du sens avec une gestion hyper, on va dire, disciplinée depuis 2023. Et la discipline, elle commence par pas investir plus que ce qu'on est capable de faire sans dégrader la performance. Et donc, il faut qu'on limite la collecte. Voilà. C'est pour ça que, un peu comme tout ce qui est rare et beau, voilà. Et si on veut garder, préserver la performance, la beauté de l'objet, ça peut pas être grand public. Enfin, ça peut pas être ouvert à 100%. Si, mais on peut pas ouvrir tous les robinets. Autrement, on va dégrader la qualité. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et pourquoi je disais que ce fonds, ça n'est que du muscle, il n'est pas sous stéroïdes, parce que une autre façon de faire la performance de l'assurance vie, c'est un peu comme tous les types de placements. Vous pouvez les pomper dans les réserves. Les réserves, c'est quoi? C'est les résultats des années passées que vous mettez de côté. C'est un peu comme le report à nouveau de la SCPI. Voilà. Et que vous ressortez les années où entre guillemets, le gérant en a besoin pour faire de la performance. Donc, en fait, c'est les résultats que vous n'avez pas donnés à certains de vos épargnants ou investisseurs que vous allez distribuer à eux, mais aussi à des nouveaux entrants pour booster la performance. Donc, ça a une limite. Et quand il n'y a plus de réserve, ça s'arrête. Voilà. Et l'autre façon de faire, c'est le booster commercial. Mais même le booster commercial, donc là, c'est la compagnie qui abonde avec des promotions.
Mais ça aussi, ça s'arrête au bon moment parce que on peut pas indéfiniment vendre à perte. Donc c'est pour ça que notre credo, c'est de faire comme on l'a toujours fait dans nos produits, c'est de vendre un produit qui n'a que du muscle, la performance pure, voilà. Et c'est vraiment la philosophie de ce fonds rose, c'est ce qui explique qu'il est limité à 10%. Écoute, excellent. Et pour rappel, sa performance l'année dernière, 4,65%. C'était 4,65% et l'année précédente, je crois que c'était 4,50%. D'accord. Voilà. Cette année, on devrait être, j'espère qu'on sera encore dans le top 3. Voilà. Dans le top 3. Okay, j'espère le top 1, mais on verra. Je crois que vous étiez littéralement top 1 l'année dernière. Oui, si bien sûr. Ça, oui. Sans stéroïdes, oui. Ouais, en non boosté, ok. En non boosté, en performance en main. Alors, si ce que vous entendez sur le contrat Louvre Infinity vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente et augmenter ainsi vos chances de bénéficier de l'offre de lancement. Le lien est dans la description. Alors, votre enthousiasme nous a impressionnés et ravis et vous nous avez posé beaucoup de questions. S'il y a encore des éléments pour lesquels vous n'avez pas les réponses au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous avons prévu de faire une vidéo FAQ dédiée à vos questions. Un autre élément qui est quand même super intéressant sur ce contrat, à mon avis, c'est le côté architecture ouverte. Parce que je parlais justement de cette adaptabilité dont vous faites preuve. Alors, c'est pas exactement la première fois, parce que vous avez créé une formule qui s'appelle Rosetta au sein de Quorum Life, qui intégrait des produits hors quorum, notamment des ETF. Mais c'est la première fois qu'on va loger des produits qui ne sont pas des produits quorum de manière, on va dire, un peu directe. Et notamment les ETF, c'est un élément dont je voulais parler avec toi parce que les ETF, c'est vraiment très à la mode et je crois qu'on se recoupe, on se rejoint également sur la philosophie d'investissement. On a choisi de ne pas mettre de titres vifs, d'actions unitaires dans le contrat. Moi, j'ai une très forte conviction sur les ETF. Je crois que toi aussi. Si je me trompe pas, tu as une expérience un peu pas terrible sur les actions, c'est bien ça. C'est une expérience que j'ai déjà partagée, mais quand j'étais jeune étudiant en économie et en finance, évidemment, on est jeune. Je suis resté jeune et fougueux, mais voilà, évidemment, le monde allait voir ce qu'il allait voir. Donc, évidemment, comme j'étais extrêmement pointu, j'ai fait un prêt étudiant au maximum de ce que je pouvais faire, sur lequel que j'ai investi en bourse, évidemment, en achetant à terme, en leverageant à mort. C'est des outils extrêmement sophistiqués et peu connus d'ailleurs à l'époque, même de mon banquier. Et alors, ça s'est soldé comment ? Et est arrivé, je me souviens, j'étais avec mes grands-parents, parce que je dois avoir 23 ans, j'étais avec mes grands-parents en voiture et on était en Espagne à la frontière française et mon grand-père devait écouter France Inter ou quelque chose comme ça et je comprends qu'il y a une crise financière qui est en cours et là mon grand-père me demande ce qui se passe et il paraît que j'étais complètement décomposé, voilà. Donc en fait il m'a fallu 10 ans pour rembourser mon prêt étudiant et tous les surengagements que j'avais pris voilà avec ces investissements en bourse. Surtout qu'à l'époque tu n'avais pas de smartphone, donc tu pouvais pas vérifier en temps réel, tu pouvais pas le liquider non plus. Ouais, il fallait aller dans une cabine téléphonique et appeler ton banquier, voilà. Et donc ça a été une super expérience. Vraiment super, c'était une expérience pédagogique et depuis je me suis fait une conviction, c'est que il fallait que j'analyse par vraiment moi-même et avec mon niveau de compréhension ce qui se passait dans mon environnement avant de prendre une décision d'investissement. C'est-à-dire que je pouvais pas compter que sur la lessiveuse qui étaient les marchés financiers avec ces insiders, avec des gens qui ont l'information que toi tu n'as pas, où tu as des effets qui sont uniquement des effets de marché et pas des effets macro-éco. Qui vont plus vite aussi potentiellement, qui sont capables de liquider leur position instantanément quand toi tu es dans la voiture de ton grand-père. Oui, et puis avec des informations que toi tu n'auras jamais. Bien sûr. Voilà. Et en plus tout ça a beaucoup évolué parce que l'histoire dont je te parle d'avoir quelque chose comme 35 ans, donc tout ça a énormément évolué. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, l'ETF, il amène un truc assez génial, c'est que tout citoyen, tout épargnant, un niveau d'information, juste en écoutant la radio, sa télévision, en regardant les médias, voilà, en t'écoutant, voilà, pour se faire une opinion sur ce qui se passe dans le monde. Et sur les grandes évolutions dans le monde, sur les grandes tendances. Voilà. Et à partir de là, c'est là que les indices, enfin les trackers sont hyper intéressants, les ETF sont hyper intéressants, parce que tu peux te dire, bah voilà, tiens, aux États-Unis, il est en train de se passer quelque chose, ça fait du sens. Je ne sais pas ce qui se passe exactement dans les entreprises américaines, mais globalement, ce qui se passe dans la tech, etc., ouais, je comprends, ben, j'ai envie d'aller là. Ou au contraire, se dire, tiens, le CAC 40, globalement, bon, vu ce qui se passe en France, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon, je peux avoir une opinion, donc je peux décider. Et donc, tu peux... Malgré tout, sur un ETF, tu peux dire, voilà, je vais acheter une grande tendance parce que j'y crois. Je lis ça, voilà. Et tu prends moins, tu te diversifies. Et finalement, l'intérêt aussi de tous ces ETF, c'est que comme finalement, ils se purgent au fil du temps en ne gardant que les meilleurs indices, que les meilleurs actifs, c'est vrai que, comme tu dis, t'as pas besoin d'avoir parié sur le bon cheval d'une certaine manière. Oui, mais en même temps, tu peux appliquer la lecture que tu as toi-même du monde et de ton environnement et aller sur des choix forts. Et moi, dans mon métier de gérant, j'ai toujours agi comme ça. C'est-à-dire que j'étais sur des choix forts, des convictions,
parce que je les comprenais, il me semblait que je les comprenais et que j'avais une conviction forte. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est la meilleure façon aussi de se réapproprier son épargne. Alors évidemment, dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens extrêmement avertis de tout ça et qui vont bien au-delà des convictions, qui ont des analyses profondes et c'est tout à fait respectable. Et jouer sur du titre vif, je le comprends, mais c'est autre chose. Par contre, à contrario, des gens qui sont impressionnés par la bourse ou qui se sentent pas capables d'investir sans déléguer ça, je pense qu'au contraire, il faut qu'ils le fassent avec l'ETF, c'est parfait, parce que c'est un moyen de rentrer dans l'investissement, dans l'épargne et dans le monde de la finance. Alors c'est intéressant parce qu'en plus, il y a un autre élément dont on avait parlé, c'est qu'en fin de compte, l'assurance vie ne se prête pas vraiment non plus au boursicotage. Non. C'est un produit sur lequel les rachats, les arbitrages ne sont pas nécessairement faits en temps instantané et qui du coup finalement sont beaucoup plus pertinents pour capter des grandes tendances long terme que pour faire ce qu'on peut appeler un peu du trading intrajournalier. D'ailleurs, on pourrait se dire que ça pourrait être un objectif commun d'arriver à faire ça dans un ce serait génial. Vie. Voilà, ce qui est impossible est toujours un challenge intéressant à relever. Après, il faut choisir ses combats, mais pourquoi pas à l'avenir. Mais effectivement, le TF offre cette longueur et cette vision plus adaptée qu'effectivement à ce produit. Et alors juste pour rappeler à nos auditeurs, effectivement, donc nous aujourd'hui on a mis du MSCI World, du Nasdaq, du S&P 500, du CAC, de l'Eurostoxx 50, du Stoxx Europe 600. On a également un fonds monétaire et potentiellement d'autres ETF par la suite. Il y a un élément qu'on a essayé de faire ensemble, c'est peut-être la seule chose qu'on n'a pas réussi encore, mais peut-être qu'on y arrivera plus tard, c'est la crypto. J'ai l'impression qu'en fait le régulateur souffle un peu le chaud et le froid sur ce sujet-là. C'est un peu dur de se positionner sur ce marché de la crypto. Hein. Ouais, mais en fait il faut être un peu patient. Voilà. Ça viendra. On n'a pas dit notre dernier mot. Écoute, je pense que c'est le bon message, effectivement. On y arrivera probablement un jour. Je voudrais parler également des SCPI, parce que évidemment, Quorum, Louvre, c'est quand même deux noms qui historiquement sont très connus sur la SCPI. On a des SCPI Quorum, évidemment, mais pas que. Mais bien sûr. D'abord, ce contrat, on l'a construit ensemble. Toi, ton métier, c'est quand même de sélectionner les produits que tu vas proposer à tes clients. Et évidemment, ce contrat, il pouvait être qu'en architecture ouverte, y compris sur les SCPI. Il n'y avait pas de raison qu'on n'y trouve que les SCPI Quorum. Donc, tu as fait une sélection, on l'a partagé ensemble. Oui, parce que l'assureur, quand même, porte un risque sur les SCPI, il faut le rappeler. On assure la liquidité, donc il faut qu'on ait une petite conviction dessus. Et puis ensuite, ça on ne empêchera pas de faire évoluer cette sélection dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, on y trouve les SCPI Quorum en bonne place, puis il y a les autres SCPI que tu vas proposer, que tu as l'habitude de proposer dans ta gamme. Ça paraît tout à fait normal. Et un élément justement sur ces SCPI, alors ça c'est vraiment, je pense, très différenciant, c'est une innovation que toi et Quorum avez inventé, c'est sur les SCPI européennes. Alors, je sais pas si tu veux nous expliquer un petit peu plus ce mécanisme du fameux crédit d'impôt. Alors, peut-être je rappelle en 2 minutes que quand vous détenez en direct les SCPI européennes, il y a une imposition qui se fait à la source dans le pays. Sauf en France. Sauf en France, évidemment, mais du coup, vous avez un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt n'est généralement pas accessible à l'épargnant qui souscrit sur des SCPI en assurance vie, sauf chez les contrats de Quorum Life. Alors, c'est pas une innovation. On est parti, nous, on a créé notre compagnie, on est parti d'une feuille blanche. Et partant d'une feuille blanche, on a fait ce qui nous paraissait être logique. Voilà. Évidemment, chez Quorum, il y a des SCPI, elles investissent tous à l'étranger, donc elles bénéficient, entre guillemets, de ce crédit d'impôt. En fait, si tu viens chez Quorum, que tu achètes une SCPI en direct, en tant qu'épargnant, tu vas récupérer le crédit d'impôt. Si tu investis à travers notre contrat d'assurance, tu vas demander à l'assureur d'acheter pour toi des SCPI. C'est-à-dire que toi, c'est pas toi assuré qui achète la SCPI, c'est l'assureur qui l'achète pour toi et qui le met dans ton contrat. Donc le porteur de part, légalement, c'est pas toi, c'est l'assuré. D'ailleurs, comme tous les produits qu'il y a dans le contrat. D'accord. Mais par là même, la compagnie se trouve en lieu et place de toi, bénéficiaire du crédit d'impôt que normalement l'épargnant a s'il investit en direct. Et donc, on s'est dit, ce crédit d'impôt, c'est pas le nôtre. Puisque tu aurais très bien pu nous dire, moi, je veux investir dans les SCPI françaises, ou je vais acheter que des obligations, ou des ETF. Donc, et j'en aurais bénéficié de ce crédit d'impôt. Ou comme il n'y a pas forcément de crédit d'impôt sur ces produits, la compagnie n'aurait pas eu de crédit d'impôt, et toi, tu n'aurais pas eu en direct. Donc, il nous paraît normal
que ce choix qui fait que, par déduction, la compagnie d'assurance obtient un crédit d'impôt, il n'appartient pas à la compagnie, il appartient à l'associé, au souscripteur. Oui. Au souscripteur du contrat. Donc, on lui rend. Voilà. Et ça nous paraissait juste logique. Voilà. Et d'autant plus logique que ça nous a toujours permis de dire qu'on investisse en direct dans nos SCPI ou dans le contrat d'assurance vie, la performance est la même. Et quelle n'a pas été notre surprise que de constater que... Personne ne le faisait. Personne ne le faisait. Ça, c'est hallucinant. Et je pense que j'insiste beaucoup sur ce point-là parce que quand tu me l'as dit la première fois, je suis un peu tombé de ma chaise aussi parce que je pensais que c'était impossible. Mais tu l'as vérifié toi-même. Ah, bien sûr, j'ai vérifié. On est allé regarder et on s'est dit, mais en fait, c'est effectivement dingue. Les contrats un peu traditionnels, alors les meilleurs contrats autres que celui-ci, vont dire on reverse 100% des revenus SCPI. Mais en fait, ce 100% est basé sur le TD net de fiscalité étrangère, mais tu n'as pas le crédit d'impôt. Voilà. Et comme une SCPI qui investit 100% à l'étranger, en gros, la pression fiscale moyenne sur les loyers est de 20%, ouais, 20%. Que toi, normalement, si tu achètes la SCPI en direct, tu vas récupérer pour compenser l'impôt que tu vas payer en France, eh bien là, en fait, non. Alors, c'est 20%, c'est juste énorme. C'est énorme. Et là où c'est très intéressant, c'est que du coup, en fait, quand j'investis sur le contrat Love Infinity, j'ai effectivement 100% des loyers bruts de fiscalité étrangère. Et donc ça, c'est absolument énorme, hein, parce que le gain, comme tu l'as rappelé, c'est de l'ordre de 15-20%. Alors, on va rectifier, c'est pas un gain, ça me paraît juste faire. C'est vrai, on en revient sur le juste prix. Voilà, exactement. Ok, hyper intéressant. Donc effectivement, c'est rigolo parce qu'on a fait une série de 2 vidéos en fait pour comparer l'investissement en SCPI en direct et en assurance vie sur des SCPI françaises et européennes. Ce qu'on découvre, alors tu seras évidemment pas surpris parce que tu connais ça comme ta poche, mais c'est que sur des SCPI françaises, c'est toujours plus intéressant en assurance vie parce qu'en fait, tu as la flat tax au lieu de la tranche marginale. À l'inverse, sur les SCPI européennes, c'est quasiment toujours plus intéressant en direct parce que justement tu as cette fiscalité étrangère et on vient justement bousculer ça. Voilà. On est assez content comme l'air du temps depuis 15 ans, on est à l'initiative de ce mouvement et d'investir hors de France. Évidemment, la plupart des SCPI n'investissent qu'à l'étranger aujourd'hui, sauf les SCPI de Quorum qui ont décidé que le marché européen c'était très bien, le marché mondial c'est très bien, mais que la France est devenue un excellent marché pour investir dans l'immobilier, puisque les prix de l'immobilier sont retournés. Voilà, donc nous on revient à investir en France, mais malgré tout, on a une grosse partie de notre patrimoine qui est à l'étranger, et donc voilà. Et ça sera vrai aussi pour les SCPI qui ne sont pas les SCPI Quorum. Absolument, tu as tout à fait raison de le mentionner. Ce sera vrai pour toutes les SCPI, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Un point peut-être très technique également, mais dans notre souci de transparence, je pense que ça vaut le coup de le mentionner. On le sait, aujourd'hui, la liquidité, en fait, n'est pas toujours garantie par l'assureur, en particulier sur les SCPI. Alors, moi, je trouve que c'est finalement relativement logique dans le sens où, finalement, l'assureur peut se retrouver, entre guillemets, collé avec des SCPI, puisque lui les a achetés, comme tu l'as rappelé, et le souscripteur du contrat peut s'en délester. En l'occurrence, on a également un truc que je trouve assez intéressant dans ce contrat, c'est que, certes, pas pour toutes les SCPI, mais sur les SCPI Quorum, pour le coup, on garantit complètement la liquidité. C'est bien ça. Ouais. Parce que tu as une confiance absolue. Parce que c'est nos SCPI qu'on les gère et qu'on a confiance dans les produits qu'on gère, et on a passé 2 crises, sans aucune difficulté. Et une des explications, c'est que... Alors c'est vrai que par moment, on peut être un peu contrariant parce qu'on dit non, nous amenez plus d'argent parce qu'on ne sait pas investir tout ce que vous nous amenez. Donc on limite la collecte. Mais ça nous permet de passer les crises et au contraire, on accélère quand les marchés sont plus favorables à l'investissement. Voilà. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, tu le sais bien, c'est pas forcément quand les marchés c'est très favorable à l'investissement, donc aux acheteurs, qu'on a le plus envie d'investir. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut investir, et quel que soit le type de marché. C'est quand les marchés sont plus bas qu'il faut acheter. Ah, ça, c'est toujours le même sujet. Hein. Effectivement, il faut renforcer à ce moment-là. Donc effectivement, je pense que sur les SCPI, à ma connaissance, on a un contrat vraiment très intéressant. J'ai pas envie de dire le meilleur parce que c'est toujours un peu débattable, mais à mon avis, on a quand même une proposition qui est totalement unique, tant sur ce sujet du crédit d'impôt et donc en fait de la fiscalité brute, de la fiscalité étrangère, et de cette liquidité absolument garantie sur les SCPI Quorum. On le rappelle, pas sur les SCPI. Alors comme pour finir, un élément que moi je connais moins, pour être très clair, et je pense que nos auditeurs connaissent moins aussi, c'est la brique obligataire. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait un rendez-vous avec mon board il y a
3 ans, non 2 ans, on était en 2023, donc quand ça commençait à pas être, l'immobilier commençait à mal se porter, et on s'était dit ok, ce serait quoi la bonne diversification face à l'immobilier? Et on s'est dit bon bah le pendant de l'immobilier c'est l'obligataire. Il se trouve que c'est vos deux créneaux on va dire phares, c'est vrai qu'ils sont parfaitement complémentaires. Comment toi tu vois l'articulation obligataire immobilier? L'obligataire, d'abord il y a plusieurs obligataires. On va le segmenter. Il y a l'OAT dont on a parlé, donc tu prêtes l'argent à un État. Le plus safe, ça c'est le truc le plus sécure qui existe. Après, tout dépend de la façon dont on considère, on voit le monde, mais d'un point de vue liquidité, en tout cas, un État est toujours solvable, même s'il y a quelques exceptions, l'État russe, l'État grec, mais bon, ça arrive une fois tous les 100 ans. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le papier de qualité supérieure. Alors, il y a des notations pour ça, il y a des agences de notation, c'est ce qu'on appelle le triple A. Voilà. Alors, l'OAT, c'est ce qu'on appelle les Goovies. Il y a le triple A, où on a les très grandes entreprises. Et ensuite, alors, c'est pas forcément que les très grandes entreprises. C'est un niveau d'obligation avec un niveau de sûreté pour le prêteur qui est suffisant aussi bien en matière de défaut de crédit que de temporalité de paiement, que de niveau du créancier que tu vas être. C'est-à-dire que tu peux avoir une obligation d'un certain type, mais qui, en cas de défaillance, sera remboursée en premier. Ou à l'inverse en dernier. Ou à l'inverse en dernier. Donc ça va dégrader en fait le niveau de risque. Voilà. Et donc les obligations un peu plus risquées pour les entreprises, c'est ce qu'on a appelé le marché high yield. Alors, tu es peut-être un peu trop jeune pour t'en souvenir, mais quand il y a eu la crise de subprime, il y avait des gros mots. Et le mois yield en faisait partie. Le mois yield, en fait, en France, on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire. On savait juste dire que c'était pas bon, quoi. Le high yield, ça veut dire au rendement. En fait, on l'associe souvent un peu aux junk bonds, non? C'est un peu c'est un petit peu la même chose, mais c'est complètement. Enfin, pour nous, c'est abusif. Et à telle enseigne d'ailleurs que quand on s'est mis à faire l'immobilier, on nous a dit, d'accord, mais c'est le high yield de l'immobilier, tu vois. C'était dit de manière dépréciative, en fait. Oui, c'était très négatif. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde cherche du high yield immobilier. Oui, le high yield, c'est quoi? C'est tu vas avoir beaucoup de rendement, donc tu as pris beaucoup de risques. Moi, je considère que c'est exactement l'inverse, et notamment quand on est dans les périodes de taux qui sont plutôt en baisse. Le rendement, c'est pas forcément le haut rendement, c'est pas forcément si synonyme de risque. Et pour moi, dans l'immobilier, c'est même l'inverse. Et plus t'achètes cher, plus tu prends un risque. De façon générale, plus tu achètes cher, tu prends un risque. Mais toute chose relative par ailleurs. Et donc, on a donc ce high yield et donc l'obligataire. Ce qui est intéressant, c'est que tu prêtes de l'argent. Donc, quelque part, tu es connecté à l'économie réelle. Sauf que la valeur de ton obligation, si tu vas la revendre, elle va dépendre de son rendement. En gros, je te la fais courte, quand les taux étaient bas, le high yield, ça rapportait 4%. Quand l'OAT te ramenait 0. Donc, tu avais ce qu'on appelle une prime de risque. D'accord? Et le triple A pouvait te ramener 2%. Ça, c'est quand les taux étaient à T0. Donc, quand les taux sont remontés, donc, tu peux trouver le OAT à 4, à 5, à 6. Certains pays européens, tu es même monté à 8 ou à 9. Voire plus. Et donc, on s'est trouvé dans des situations assez drôles où ça coûtait moins cher t'avais moins de rendement sur une obligation LVMH que sur un État européen. Je crois que c'était le cas récemment avec l'État français. Hein. Exactement, ouais. Prêter de l'argent à LVMH te rapportait moins que prêter à l'État français. Bon. Voilà, donc tu vas avoir des croisements entre les taux. Et l'avantage de l'OAT, c'est que, tu sais à qui tu prêtes ton argent. Tu prêtes de l'argent. T'es prêteur. T'es pas lié au capital, et la variation de ta valeur, de ton obligation, elle va varier avec l'évolution des taux. Évidemment, si tu as une obligation à 4 et que les obligations nouvellement émises vont être à 6, tu vas perdre de l'argent parce que personne ne va te l'acheter à 4, on va te l'acheter à 6. Comme l'intérêt ne bouge pas... Donc le prix doit baisser. Le prix doit baisser. A contrario, quand tu achètes une obligation à 6 et que les taux baissent, voilà, c'est jackpot. C'est jackpot. Voilà. Donc, tout ça, ça se pilote, mais c'est exactement la même chose que l'immobilier. C'est-à-dire qu'il faut acheter au bon moment, revendre au bon moment. Il y a les taux, mais il n'y a pas que les taux. Il y a l'environnement économique, la façon dont l'entreprise à laquelle tu as prêté va se comporter. Si c'est une entreprise qui est en développement, son risque va baisser, donc les gens vont avoir tendance à l'acheter plus cher. Tu vois ? Donc, tu as tout un tas de paramètres. Alors, nous, on a toujours fait de l'obligataire comme on fait de l'immobilier. D'ailleurs, on a commencé par l'obligataire. C'est-à-dire qu'on est sur des visions macro, très long terme. Donc, tu dis, en Europe, ce secteur-là, ça marche plutôt bien, on y croit, c'est des entreprises qui se développent, celle-ci, dans ce secteur-là, elle marche même plutôt très bien, donc je vais prendre une obligation. Ou au contraire, celle-ci est plutôt dépréciée, c'est la fameuse histoire de CMA-CGM, qui était notre entreprise de transport maritime national, qui allait très mal avant la crise du Covid, puis avec la crise du Covid, qui s'est fait une santé pas possible, donc il fallait lier les événements, les lire, et arriver à analyser tout ça. Donc c'est passionnant. Et le truc magique, c'est que malgré tout, tu as un revenu qui est connu.
Voilà, donc il faut juste être capable soit de tenir des positions sur le long terme avec des revenus élevés, et tu attends que l'obligation soit remboursée, soit tu peux jouer avec le marché, c'est-à-dire que tu prends des options, des options théoriques sur la valeur d'une obligation, tu te positionnes dessus, tu te dis elle va prendre de la valeur, et tu la revends quand elle a repris la valeur avant son terme, son remboursement. Donc c'est très proche de l'immobilier en définitive, et c'est simple à lire. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que toi, si tu devais donner un conseil, alors là, je rappelle que voilà, ça plutôt ton opinion personnelle, mais comment tu répartirais un portefeuille? Prenons un exemple simple, quelqu'un qui a 100 000 euros à placer entre les actions probablement via les ETF, l'immobilier probablement via la SCPI, les obligues. Ce serait quoi, d'après toi, quelque chose qui aurait du sens? Ça, c'est très personnel. Et c'est très personnel parce que tout va dépendre de... En fait, tu peux avoir, comme disent les régulateurs, plus ou moins d'appétence au risque. Bien sûr. Bon, en gros, quand j'avais 22 ans, je faisais que des actions, quoi. Ok. Aujourd'hui, je trouve que l'immobilier a une vertu, c'est quelque part, c'est un long fleuve tranquille. Alors oui, les valeurs peuvent baisser, mais si tu achètes avec des rendements assez élevés, ça te fait quand même des revenus assez magiques sur le long terme. Alors, faut pas se tromper d'immeubles, faut pas se tromper de locataires, faut que les loyers soient payés. Mais globalement, quand c'est bien géré, il y a rien de génial, l'immobilier. Mais c'est un long fleuve tranquille. Pour moi, aujourd'hui, tu vois, me dire j'ai 30%, 40% d'immobilier, c'est pas mal. Après, l'obligataire, ça devrait être à peu près dans la même proportion. 30-40. Ouais, donc un portefeuille très équilibré, quoi. En gros, un tiers. Et puis, tu vas booster le truc entre 20 et 30% avec les ETF. Et là, je te parle juste à l'instant en bon père de famille. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier est plutôt très intéressant parce que les prix ont beaucoup baissé. L'obligataire reste quand même intéressant, même s'il y a un peu plus de risque aujourd'hui parce qu'il y a plus de volatilité sur les taux. Il y a 2 ans, on ne voyait qu'une seule chose, c'est que vu le niveau quel étaient les taux, ça pouvait que baisser. Donc c'était magique. D'ailleurs, il y a eu 2 années magiques qui étaient 2023, 2024. 2025 va pas être mal, mais il a fallu gérer quelques petites périodes. Et puis les ETF, oui, les actions avec une interrogation. Pourquoi est-ce que je mets aussi peu d'actions? C'est que le marché est un peu cher. T'as quand même passé 2 crises. Pour la faire courte, t'as passé la crise du Covid, t'as passé la crise des taux. Les seuls marchés qui n'est quasiment pas bougé, c'est les actions. Il aura quand même fait des grandes volatilités court terme. Oui, mais à la fin de la journée, le truc sur la tendance, ça ne fait que monter. Donc il y a un moment, tu te dis historiquement, c'est presque jamais arrivé. Pourquoi est-ce que sur la crise des taux, tous les actifs, tous les types d'investissements ont baissé, sauf la bourse? C'est l'IA quand même, non? Enfin, tu me dis si je me trompe, mais moi je le lis un peu comme ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a eu en même temps ChatGPT et tout à coup une euphorie sur les gains de productivité. Alors, qui à mon avis vont se produire, mais qui sont quand même encore aujourd'hui, qui restent à être concrétisés. J'espère que tu as raison, et tu as sans doute raison. En tout cas, je pense que c'est ça qui explique le fait que ce soit haut. Je dis pas que c'est juste. Moi, j'ai une autre explication. C'est que les bourses, c'est un petit peu comme les crypto-monnaies. En fait, quand tu as confiance en quelque chose, la confiance, elle est partagée. Donc, si tu te dis que la bourse, c'est un endroit où tu vas gagner de l'argent et que 90% des acteurs sont convaincus de ça, et qu'en plus, ça, de temps en temps, tu peux faire un bon coup sur le dos des autres, le système, il tient sur lui-même. Jusqu'au jour où il y a un truc systémique. Tu vois, il y a un blocage, il y a un truc qui vient tout coincer, et ça, c'est la crise de 2017, la crise financière, où le truc fait comme ça, puis un jour, le sol se dérobe à un endroit, sur un acteur. Et on se rend compte que tout était en fait. Parce que les valorisations, acheter une boîte 30 fois ou 40 fois ses résultats actuels en 10 ans, ça n'est que 20 fois ou 15 fois ses résultats futurs. Faut avoir des sacrées convictions, des sacrées informations, surtout à l'échelle de tout un marché financier et de continent, tu vois. Donc je pense que c'est un problème psychologique, de psychologie des investisseurs, à l'instant T, dans un espace et dans un temps, où une culture commune se forge autour d'une conviction de quelque chose qui a de la valeur. Les crypto-monnaies, ça part exactement de ce principe-là. Je suis assez provocateur, mais il y a 2-3 000 ans, il y avait des convictions sur la valeur des coquillages. Les coquillages étaient des monnaies d'échange. Aujourd'hui, je viens de voir avec un coquillage en disant, tiens, tu vas me donner 10 000 balles, tu vas me dire des gens... 10 000 balles peut-être pas. Tes coquillages, voilà. Alors que si tu le mettais dans un musée d'art moderne, là, ça les vaudrait. Exactement. Non, mais voilà. Comme quoi tout est contextuel. Voilà, non, mais c'est vrai. Et ça, il faut l'avoir en tête. Il y a une différence entre la valeur intrinsèque de ce dans quoi tu investis et la valeur de marché.
Voilà. Une fois que tu as intuité ça, en lisant ce qui se passe autour de toi, tu vas te dire est-ce que la valeur intrinsèque est cohérente avec la valeur de marché ou pas. L'immobilier, on peut se le dire, l'immobilier en 2020, avant la crise du Covid, et même en 2022, avant la hausse des taux, c'était n'importe quoi. Trop cher. Un immeuble dont tu achètes le rendement à 2,5%, tu ne peux l'acheter à 2,5% que parce que tu penses que le lendemain, tu vas pouvoir le vendre 20 ou 30% de plus. Mais ça, c'était quand même, parce que tu vois, ce que tu dis, c'est super intéressant, mais tout ça, c'était dû à cette fameuse prime de risque. C'est-à-dire qu'en fait, le prix des actifs ne s'évalue qu'à l'aune du fameux risk-free rate, le taux sans risque. Ouais. Et donc, en fait, on n'achète jamais un yield, un rendement pour son rendement facial, on l'achète par rapport au taux sans risque quand même, non? Ou je rate un... Alors, tu as raison. Mais après, tu as autre chose qui est l'espérance de valorisation intrinsèque de ton actif. Si je prends un immeuble, tu vas l'acheter peut-être à 2%, en te disant, peut-être que si les taux deviennent négatifs, je pourrais le revendre à 1%, donc j'ai fait 50% de gain. Si j'achète quelque chose à 100 qui me ramène 2, si demain les rendements sont à 1, je vais pouvoir le vendre 200 parce que mon rendement de 2 ramené sur 200, ça fait 1%. Ouais. Donc j'ai gagné 100% le capital. Mais après, la bourse, c'est autre chose. Tu te dis, cette boîte, cette valeur, elle est sur tel domaine, telle activité, et ça fait faire dans 5 ans, ça fait 4 fois la valeur. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire que le loyer d'un immeuble va pas faire x10 en 3 ans, alors que potentiellement les revenus d'une boîte pourraient. Ouais, mais même tu peux te dire, cet immeuble, il va prendre de la valeur parce que j'imagine que d'autres investisseurs dans 4 ans vont considérer qu'indépendamment de la valeur du loyer, ça a beaucoup plus de valeur. Nous, on a vécu ça, par exemple, sur des immeubles qui avaient de gros potentiel pour devenir des data centers. C'était des immeubles de bureaux en Allemagne. On a fait des plus-values. Et vous l'aviez vu déjà avant? On l'avait acheté pour ça. Parce qu'on s'est dit, ce truc-là, à côté d'un autre télématique en Allemagne, il y a telle boîte à côté qui sont autour de la tech, etc. Donc ça va prendre de la valeur. Et c'est ce qui s'est passé. Et on n'a pas vendu un immeuble de bureau. 10 ans après, 8 ans après, on a vendu un data center. Et les autres l'avaient pas vu, tu vois, c'est hyper fort. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ces convictions et cette capacité d'analyse vous ont permis finalement de surperformer. Alors, c'est pas qu'on l'avait pas vu, on s'est dit, à défaut que le locataire qui était Deutsche Bank et que l'immeuble de bureau ne vale plus rien parce qu'on trouve plus de locataire, ce qu'il y a sûr, c'est qu'il y a une valeur potentielle un jour pour un data center qui était, il y a 10-12 ans, les data centers étaient, commencent à émerger, c'est avec des fonds d'investissement qui spécialisaient dans ce domaine-là. Et donc, on se dit, il y a une voie de sortie par là, voilà. Intéressant. Et c'est pas toujours Bien sûr. Tu vois, il faut. Mais ça, c'est du vrai alpha pour le coup, je trouve, en l'occurrence. Mais donc, voilà, il y a toujours des gens qui vont avoir des idées, des opinions, qui vont projeter des valeurs. Mais plus, de façon générale, plus tu as des difficultés à avoir de la performance avec tes placements, plus tu vas essayer de trouver des idées qui vont justifier le fait que tu achètes plus cher. C'est un comportement extrêmement moutonnier et c'est là qu'il faut commencer à faire un pas de côté et à mettre le frein ou un pas devant, mais il faut sortir du comportement moutonnier. Donc voilà, quand je te proposais mon portefeuille, c'est le portefeuille à l'instant T, dans mon cas personnel, qui est pas forcément adapté à tout le monde, évidemment. Voilà, quelqu'un qui a 25 ans, qui veut faire que des crypto-monnaies, je le comprends parfaitement. Voilà. Mais on rappelle quand même que effectivement, tout investissement et notamment les unités de compte dont on parle depuis le début ont des risques, notamment de perte en capital, de liquidité, moins sur l'assurance vie, mais il y en a quand même quelques-uns. Pour revenir par rapport à ça, parce que là on a parlé de la classe, des classes d'actifs. Géographiquement, on en parlait un peu tout à l'heure. Oui. On se partageait nos convictions, notamment sur l'Europe versus les États-Unis. Ce serait quoi, toi, tes grandes, et encore une fois, je rappelle, c'est pas un conseil d'investissement pour nos auditeurs, mais ce serait quoi, toi, ton analyse? Plutôt Europe, plutôt US, plutôt Chine, pays émergents? Alors, d'abord, je suis français, ensuite européen, et occidental. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est une réalité culturelle. Non, moi, j'irai pas en Chine aujourd'hui parce que... Et pays émergents au sens large non plus? Alors, faut définir ce qu'est un pays émergent, mais la Chine était dans un contexte, on a une politique qui est très particulier, donc on peut y faire de très belles affaires, mais on a vu ce qui s'est passé sur le marché immobilier en Chine, du jour au lendemain, ça s'est retourné, voilà. Donc c'est pas un pays facile à lire, et en tout cas, nous, on n'a pas la présomption de se sentir capable d'investir en Chine, en tout cas d'y emmener nos investisseurs et nos clients. Donc il n'y aura pas de quorum Chine? Non. Pas tout de suite, en tout cas. En tout cas, pas demain matin, et je vois pas demain matin, je le vois pas. Après, je suis européen. Ce que je sais, c'est que depuis 4 ans, il y a une guerre à 1200 km de Paris, qu'on voit une Russie de plus en plus agressive. Ce que je sais aussi, pour avoir un petit peu voyagé, avoir vécu un petit peu à l'étranger, c'est que partout dans le monde, à un moment ou à un autre, les gens vont mettre un peu d'argent aux États-Unis.
parce que ça reste le pays le plus puissant du monde. Enfin, et que les perfs historiques sont très bonnes. Les perfs historiques sont très bonnes. Ils sont à la tête sur le plan scientifique de tout un tas d'avancées. Ils leadent le monde dans tout un tas de domaines. C'est la plus grande armée du monde. Et ils drainent tous les talents. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, ils ont un président, on aime, on n'aime pas, on n'est pas d'accord avec lui, qui fait que, en fait... il assume sa puissance. Il assume et revendique sa puissance. Chose qui a plutôt tendance, moi, à titre personnel, à m'irriter en tant que Français et Européen, mais je suis obligé de constater que avoir tout mon argent en France, c'est peut-être pas idiot. Comme un gars de Hong Kong, comme un Singapourien, comme tout un tas de gens dans les pays émergents, un Brésilien, les gens vont mettre un peu de leur argent aux États-Unis parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, et de se dire j'ai 10% de mes revenus, 10% de mon patrimoine, pas de mes revenus, mon patrimoine dans la plus grande puissance économique du monde. Donc tu dirais 10% seulement. C'est pas énorme, hein? Oui, parce que culturellement, je souhaite plutôt investir dans mon pays, en Europe, que mon épargne irrigue la région dans laquelle je vis. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, avoir 10 ou 15%. Alors tu vois, j'ai un petit peu monté. Oui. Moi, aux États-Unis, c'est juste le bon sens absolu. Voilà. Donc 80, toi tu dirais 80-85% du coup plutôt Europe, parce que pas émergent, et le reste aux US. Ouais, et puis comme je suis français, donc je mettrais une portion, tu vois, au sein du CAC, 10-15%, 15% en France, parce qu'il faut aussi que son épargne, elle serve à quelque chose. On ne peut pas être complètement apatride avec son argent, ses investissements et son épargne. Enfin, peut-être que là, je glisse une notion morale, de même que voilà, c'est comme l'euro. Non, mais c'est intéressant d'avoir pour le coup une opinion de quelqu'un dont le métier est de gérer l'argent. Donc, tu vois, je répète que, encore une fois, tu ne dis pas à tout le monde de faire comme ce que toi tu recommandes, mais c'est ta lecture du monde du moment. Ouais. Hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est hyper intéressant. En tout cas, je te partage ce que je pense, et c'était le deal de cet échange. Bah, c'est beaucoup moins. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais beaucoup plus pondéré les États-Unis à l'heure actuelle. Ouais. Mais parce que j'ai un penchant. Ou alors c'est vrai que moi j'ai vécu là-bas pendant 5 ans, c'est vrai. Et en plus j'ai aussi un sujet IA, c'est-à-dire que je suis convaincu que sur l'IA il y aura des choses énormes. Je répète, c'est pas un conseil d'investissement, hein, je le rappelle pour tous nos éditeurs, mais aussi triste que cela me rende, parce que je l'ai vu pour le coup, hein, la fuite des talents, ou en tout cas le drainage, le brain drain comme on dit en anglais, vers les États-Unis. Quand j'étais à San Francisco, il y avait un nombre de Français absolument brillantissime, monumental. Il y avait que des polytechniciens qui avaient fait un master à Berkeley, à Harvard, à Stanford. Enfin, c'était hallucinant. Et malheureusement, on a des très belles boîtes en France, je pense par exemple peut-être à Mistral ou des choses comme ça, mais elles sont encore aujourd'hui petites. Alors je leur souhaite de grossir, mais c'est vrai que quand même c'est petit. Peut-être le mot de la fin, Frédéric. Donc là, on a parlé pas mal des caractéristiques du contrat. Alors les niveaux de frais, les versements des loyers sur la SCPI, ça n'a pas vraiment vocation à changer. Mais c'est vrai que, et je le rappelle, on a conçu ce contrat un peu comme ce qu'on pourrait appeler un minimum viable product, c'est-à-dire que c'est vraiment la base qui nous semble couvrir les besoins, les 80% des besoins. Mais c'est vrai qu'on se laisse l'opportunité en fonction des commentaires, et notamment n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des unités de compte particulièrement intéressantes. On se laisse l'opportunité de revisiter certaines UC. Alors je vais être moins prudent que toi. Il est notre devoir de faire évoluer cette offre, de l'étoffer. Voilà, et lui amener tout ce qu'on n'y trouve pas encore. Voilà, on a parlé des crypto-monnaies, on n'a pas beaucoup parlé du private equity, mais évidemment. Qui va venir, on l'espère, très vite. Voilà, et puis il y aura peut-être d'autres produits intéressants. Bah écoute Frédéric, merci beaucoup pour cet échange. Merci Clément pour ta confiance, et voilà, c'était un plaisir.